Me voilà devant le Leica, la famille. Le Leica que je venais valider à Cesta. Donc c'est un 3009, Kreos 3009. Voilà. On vient de le valider, donc il est en parfait état. Moteur de litre 8, 75 000 km. Ça c'est l'Atlantique minimisant, des plages à perte de vue. Ça c'est des vraies plages. Hein. C'est pas les plages de la Côte d'Azur. Tu as des petites maisons un peu partout là. Ça c'est des résidences privilégiées. Et la mer qui est magnifique. T'avouer que c'est pas super évident de rouler là-dessus, mais bon, il faut trouver le sable porteur et ça, c'est ça la difficulté. Mais après, et puis de démarrer surtout parce qu'il faut prendre un peu d'élan, sinon ça patine. La première visite, ça a été le camping-car, le Frankia 840 pardon, poids lourd, lit central, donc qui était, alors il y a quelques personnes quelques abonnés qui ont regardé un peu la vidéo et qui se sont rendus compte que la plaque d'immatriculation, ça ne correspondait pas à l'année. En effet, alors moi quand je suis dans ma bulle, je regarde pas trop tout ça, et ce que je devrais faire d'ailleurs, en fait moi je connais bien Bertrand, donc on a déjà eu contact ensemble. Moi Bertrand m'a dit il est de 2014, bah, je me suis dit voilà c'est peut-être un 2012 ou un 2013 qui aurait été immatriculé en 2014. Et il y a des yeux avertis qui ont regardé, qui ont vu la plaque d'immatriculation, et BK bien sûr, c'est pas 2014 c'est 2011. Alors du coup on a un problème, parce qu'au moment où on discute avec Bertrand, le prix, bien, on le fait en fonction de l'année, bien sûr, en fonction des prix du marché, on étudie tout ça. Souvent d'ailleurs, j'ai un petit travail de, comment dire, psychologique en fait, hein, pour faire admettre quelquefois à certaines personnes, alors c'était pas le cas de Bertrand, mais il y a des personnes qui veulent pas rien admettre et ils pensent que leur véhicule vaut beaucoup plus que ce qu'il vaut en réalité. Donc, pour moi, un 2014 à 78 500, c'est correct. Un 2011, là, à 78 500, ça commence à faire lourd. Hein. Même si le véhicule il est vraiment exceptionnel, hein, il est en parfait état. Donc on a rediscuté avec Bertrand, le véhicule est bien de 2011, en fait il a confondu les cartes grises. Il a confondu la carte grise de son scooter qui est de 2014 avec la carte grise du Frankia. Du coup, ben, on va descendre le prix bien sûr à 72 000 € en fait. Tu peux toujours me répondre ici sur le mail si tu as besoin de renseignements. Tu veux discuter de tout ça, il n'y a pas de problème, tu m'envoies un petit mail ici. Ensuite, je suis allé jusqu'à Cestas, donc de Bergerac à Cestas, comme tu l'as vu dans la précédente vidéo où j'étais sur la route. Et là, à Cestas, j'ai vu un petit Leica. Le Leica, tu vois, on a le SOG, on a une soute traversante qui fait toute la largeur, et là on voit le Truma. C'est des lits jumeaux, hein. Je vais te montrer ça tout de suite. Tu vois, un petit porte-vélo aussi. On a 2 panneaux solaires avec une parabole. Alors nous voilà. Vous appelez votre producteur. C'est ça, exactement. C'est un pro. Nous voilà dedans, donc je vais renlever les chaussures. Parce que là, la dame, elle a tout nettoyé. T'oublies pas de t'abonner. C'est ici. Alors pour pas salir, t'as la sellerie tigre du Leica, Kreos. Donc tableau de bord du Ducato, hein, de litre 8. On a des rangements partout autour, tu vois. Voilà. Le tableau de commande, une jolie cuisinière
avec 4 feux. Alors 4 feux, tu vas me dire ça sert à rien, mais on a le chauffe-plat, le chauffe-pizza et on a le four en dessous, avec encore plein de placards partout, une hotte aspirante. On a des placards ici, tu vois, en dessous, de partout, de partout. Voilà, ça, tu vois, des couverts. Et ici, l'évier en inox, avec sa planche à découper au dos. Le frigo congélateur. À l'arrière, donc, on a 2 lits jumeaux. Bah, deux lits, forcément, c'est des lits jumeaux. Hein, ils sont toujours par 2. Voilà. Des petits placards partout au-dessus encore. Il y a des rangements. C'est la folie dans un petit véhicule comme ça. Il y a énormément de rangements. Une jolie penderie. Et je vous ferai qui est plus grosse que la mienne, hein, la penderie. Je vous ferai remarquer la qualité des... Voilà. Et donc on a, pareil, une salle de bain qui est dans un état de propreté pour l'année. Franchement, c'est vraiment impeccable. Voilà. Le lavabo et les toilettes. On a à chaque fois on a un trou avant aussi, ici. Moteur 2,8 litres. Alors là, on est tombé sur des personnes très très soigneuses. Le véhicule était impeccable. La courroie de distribution a été faite, le contrôle technique était vierge. Vraiment un beau petit matériel, beau petit véhicule. Ce camping-car, il était affiché au départ à 25 000 € et on l'a négocié à 23 000. J'estime que c'est une bonne affaire. Il va combler son nouveau propriétaire. Derrière ça, et c'est là où ça devient un peu important ce que je vais te dire. Et comme quoi, tu vois, les expériences, on en apprend tous les jours en fait. Dans le camping-car, on avance et on voit des choses tout le temps nouvelles. Et c'est bien parce que ça fait de l'historique. Et au plus on avance, au plus on va être, prudent sur certaines choses. Guy, qui est un abonné également, ça fait quelques temps qu'on est en discussion. Il devait se décider pour le printemps en fait. Il devait acheter un camping-car pour le printemps. Donc il avait commencé à se renseigner, hein, on avait échangé. Et puis finalement, il fait les annonces. Alors il veut un poids lourd. Hein. Il fait les annonces et il trouve un véhicule. Alors je vais pas te décrire ce véhicule parce que malheureusement, si je le décris, c'est fini. Il est plombé et il ne se vendra plus. Je vais rester quand même prudent par rapport à ce que je vais dire parce que je ne veux pas non plus enquiquiner tout le monde. Hein. Monsieur que j'ai vu, c'est quelqu'un de gentil, de correct. Hein. J'ai rien contre lui. C'est juste que le véhicule, il ne correspondait pas du tout à ce qui avait été annoncé. Alors, donc Guy prend contact avec le vendeur. Et puis à un moment, Guy me dit, écoute, il m'appelle et il me dit, Pascal, j'ai trouvé la perle rare. Pour moi, la perle rare, un poids lourd avec les jumeaux à l'arrière, en 7,40 m, tout ce qui lui allait bien. Et il me dit, si tu peux y aller, je te laisse y aller, je te laisse voir. Si tu ne peux pas y aller, je l'achète. Ça veut dire qu'il achète sans se déplacer. Hein, il ne va pas le voir, il a confiance, il parle avec la personne, c'est une personne qui est correcte. Voilà. Donc lui, il dit, ouais, je ne me mouille pas trop, de toute façon, à ce prix-là, c'est vrai qu'il était un petit peu sous-évalué par rapport à la valeur normale. Je ne prends pas un grand risque. J'ai dit, écoute, Guy, ça tombe bien. Moi, je suis à Cestas. Le véhicule n'est pas trop loin. Il était aux environs de Mont-de-Marsan. Donc, je vais aller le voir. Ok, super. Donc, je descends. Et j'arrive sur place. Le monsieur est super sympa. C'est un monsieur qui a un restaurant. Donc, il a besoin de vendre son véhicule parce que, comme tous les restaurateurs aujourd'hui, il y a des difficultés, hein, forcément, et là ils vendent leurs biens pour pouvoir payer un petit peu ce qu'ils ont à payer, parce que malheureusement les aides ne suffisent pas. Et donc on voit le véhicule. Et là, déjà rien qu'à la visite, il y a quand même pas mal de choses abîmées. Et ça n'apparaissait pas sur les photos. Alors encore une fois, c'est pas moi qui ai pris contact, c'est pas moi qui ai eu le contact avec la personne. Moi je suis allé comme ça... au passage en fait, hein. J'ai pas élaboré la recherche et la prise de contact. Moi j'ai eu contact au moment où on avait le rendez-vous. Donc je le dis par expérience pour que vous puissiez vous agir de la bonne façon. Donc Guy a eu quelques photos, ça lui a semblé correct et moi j'y suis allé.
Alors quand j'arrive là-bas, bon, bah, le véhicule de l'extérieur il a l'air correct, hein, on commence à faire le tour et là on se rend compte quand même, il y a des petites choses qui sont cassées. Par exemple les serrures à l'arrière pour ouvrir les soutes, c'est cassé. C'est cassé, ça ferme mais il faudra les changer. Bon, c'est une bricole, il manque l'enrouleur, il y a un dérouleur en fait pour brancher le véhicule au courant, ce dérouleur est plus là. Donc il y a un bricolage avec les tuyaux d'eau. Il y a un rapide pour pouvoir brancher un tuyau rapide. Mais enfin, c'est un peu, voilà. C'est pas clair, c'est pas net en fait. Hein. Je pense qu'il y aurait une propreté à faire là-dedans. Bon, on continue à faire le tour. Là, bon, il y a une fenêtre latérale gauche à l'arrière, au niveau de la chambre, qui est collée. En fait, la vitre, la fenêtre, elle s'est cassée. Ils ont collé carrément la fenêtre au cadre. Donc, bah, il faut changer la fenêtre en entier. Beaucoup de petites choses comme ça, tu vois. Ensuite, on rentre à l'intérieur. À l'intérieur, bah, y a le lino qui est troué à un endroit. La table, elle est toute pâle. C'est un véhicule de 2009, hein, qui est un an plus récent que le mien. Quelques petites serrures cassées, ça, c'est pas bien grave. Là, une vitre, en fait, la vitre d'une porte de séparation qui est cassée en bas, qui est toute fendue. Dans la salle de bain, la porte de la pharmacie qui s'est cassée la gueule aussi. Donc en tombant, elle a abîmé la porte intérieure, elle est tombée par terre. Une trace d'humidité, il y a un coffre dans lequel il y a une bouteille GPL, un réservoir GPL. Ben, tout le bas du coffre est humide sur environ 10-15 cm. Tu vois déjà, il y a beaucoup de choses. Mais bon, on est en contact perpétuel avec Guy. Guy me dit, moi, si c'était de bricole, je peux les arranger. Ensuite, en discutant, ben, on apprend que le véhicule a été en garage mort pendant 1 an et demi. Il fait démarrer le moteur Mercedes, V6, 230 chevaux, je crois, ou 203 chevaux, je ne sais plus, il a été upgradé. Et donc il démarre au quart de tour, bien sûr, il ronronne. Vraiment, il tourne bien. C'est agréable à entendre, un moteur qui tourne bien rond comme ça, en V6. Et je lui dis, tout est OK avec ce moteur? Il me dit, oui, bon. Et puis je viens à l'intérieur de la cabine, et là je vois un voyant injection allumé. Ah! Alors je lui dis, voyant injection, c'est quoi? Il me dit, moi, ça fait 4 ans que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et je dis, c'est passé au contrôle. Parce que moi, dans ma tête, il était passé au contrôle. Il dit oui, en 2019. Ah! Je lui dis, tu sais, tu passeras plus au contrôle là, avec ton voyant. Tant que c'est pas réparé, ça passera pas. Parce qu'aujourd'hui, les voyants, ça passe plus. Alors, ah bon, il a l'air surpris. Mais dis-moi, pour moi, il marche normalement, il n'y a pas de problème, je vois pas pourquoi il passerait pas. Bon. Donc tu vois un peu toutes les choses, en fait, que si Guy avait payé, eh ben, tout ça, il les aurait découvertes au moment où il est arrivé. Alors, là-dessus, on communique avec Guy. Je lui dresse un peu le tableau parce qu'il avait l'air d'y tenir. C'est quand même un véhicule assez rare à trouver en propulsion roue jumelée, tu vois. Ça se trouve pas sous le pied d'un cheval, quoi, hein, dans une bonne marque en plus. Hein. C'est pour ça, c'est d'autant plus grave qu'il y ait tous ces problèmes et ces trucs cassés parce que du coup, ça laisse un peu réfléchir au niveau de l'entretien et au niveau du soin qui est apporté au véhicule, tu vois. En plus. Hein. Mais bon. Guy me dit, écoute, je connais quelqu'un qui connaît bien ses moteurs, je vais l'appeler. Et puis toi, pendant ce temps-là, si tu peux faire un essai, parce que bon, l'essai, je le fais que si, bien sûr, on poursuit. Donc, je dis, ok, on part en essai. Au niveau moteur, absolument rien à dire. Il y avait un voyant allumé, mais le moteur, il marche du feu de Dieu. Hein. Franchement, on sent qu'il y a du répondant. Je trouve le châssis un peu mou, mais c'est des suspensions gonflables. Donc bon, il suffit de rajouter un peu d'air. Hein. Et puis ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas roulé, donc forcément. Et puis là, on commence à accélérer pour voir comment ça se comporte sur la route. Et puis voir surtout s'il y a le même répondant dans les hauts régimes. Et là, sur l'avant droit, roulement de roue. Ça en plus. Alors, on rentre, je descends du camping-car et j'appelle Guy. Guy, entre-temps, s'est renseigné. Et voilà, là, je veux dire, là, c'est la goutte d'eau, quoi. Et c'est, voilà. Alors bon, malgré tout, Guy avait eu les renseignements de la part de son mécanicien.
malgré tout, il commence à calculer ce que ça va lui coûter la remise en état, parce qu'il a quand même envie de ce véhicule, malgré tout. Et la remise en état, bon, il y en a pour un bon billet quand même, hein. Je crois que c'était 4 ou 5 000 euros. Donc on le partage avec la personne qui vend, et la personne qui vend me dit, moi, il me faut 39. Je ne descendrai pas le prix. Ah, alors s'il ne descend pas le prix, comment on fait quoi? 4 ou 5 000 alors que l'acheteur est quand même motivé. Hein. Et moi je reprends l'acheteur à part, je dis quand même, on réfléchit bien quoi, parce que là tu te retrouves quand même, tu vas découvrir d'autres choses, parce que là moi je suis resté 3 heures à peu près là-bas, hein, 2h30 je crois, à regarder le véhicule. Tu vas avoir d'autres problèmes. Ça c'est que le dessus de l'iceberg, tu vas découvrir d'autres choses, forcément. Quand on achète un véhicule d'occasion, on a toujours une surprise. Hein. C'est rare qu'on n'ait pas du tout de surprise. Souvent, il y a des petites choses qu'on découvre après coup. Et là, il dit, oui, c'est vrai quand même. C'est vrai, t'as raison, c'est lourd, quoi. Et on en reste là, donc je m'en vais. Et là, Guy réfléchit encore dans sa tête et il dit, bon, et entre-temps, le vendeur l'appelle en lui disant que finalement, il pourrait descendre à 37. Alors du coup, il se remet à réfléchir. Il me rappelle, et moi je lui réénonce un petit peu tout ce que moi j'ai vu et ce que j'en pense. Et puis finalement, il dit en effet, c'est pas raisonnable. Alors tu sais pourquoi je te raconte tout ça? Parce que si Guy avait fait ce qu'il voulait faire au départ, c'est-à-dire le payer, même verser un acompte, tu as une personne qui, en face de toi, a des problèmes en fait, pas de sa faute, hein. C'est pas de son fait que son restaurant est fermé. Mais en attendant, il a un besoin urgent d'argent. Il faut absolument qu'il ait l'argent le plus vite possible. Parce que c'est dur. Il s'en sort pas. Donc si tu lui payes le véhicule, il ne te le rembourse pas. Hein. Il ne peut pas te le rembourser. Parce qu'il doit être déjà à découvert. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu lui donnes un acompte et que tu viens le voir et puis que tu dis non, c'est pas bon, je reprends mon acompte, il ne peut pas te le rendre. Voilà. Tu vois un peu le problème? Donc là, dans cette période, il faut vraiment être super prudent. Alors c'est clair, je suis descendu, ça a coûté un peu de frais de gasoil. Bon, du coup, Guy s'est engagé et puis ça y est, la recherche maintenant, on va la faire ensemble et puis c'est moi qui validerai le véhicule. Hein, voilà. Mais tout ça pour te dire comment les choses elles peuvent évoluer et comment tu peux tomber sur un nanar. Parce que ce voyant, moi c'est pas la première fois que je l'entends sur les moteurs Mercedes. Il y a des fois ils n'arrivent pas à les éteindre. Alors là c'est une chance, il y a le voyant qui s'allume, mais le véhicule ne fonctionne pas en mode dégradé. Il fonctionne normalement. Mais la plupart du temps, le véhicule passe en mode dégradé. Hein. Et là tu n'as plus de puissance. Et pour avoir eu une Mercedes par le passé, du temps dans toute ma splendeur d'entrepreneur, je peux te dire que cette Mercedes, elle a eu ce problème de voyant. On ne s'en sortait pas. Elle était en mode dégradé. Mercedes n'a jamais trouvé la panne. Jamais. Le véhicule est parti dans les pays de l'Est parce que c'était insolvable. Voilà, c'était des heures de main-d'œuvre. C'était des heures de main-d'œuvre tout le temps et qui étaient facturées parce que tant qu'ils ne connaissent pas le problème, ils ne te passent pas en garantie le truc, tu vois. Tant qu'ils ne savent pas, donc tu payes. Toi, tu demandes une recherche de panne, tu payes. Ils ne savent pas si c'est ta faute ou si c'est la leur. Tu payes. Et tu te retrouves avec un véhicule invendable. Sur ce fameux moteur V6, il y a des mécaniciens qui ne veulent même plus y toucher. Ils ne veulent même plus mettre les mains dedans. Parce qu'il y a le système bus, scan, là, qui sont... En fait, il y a eu une période dans l'automobile, et Peugeot on a subi vraiment, à un moment donné, avec les 605, ça a été des énormes problèmes. Hein, qu'il y a des véhicules, ils se sortaient jamais des pannes. Hein. Moi, j'ai eu une Laguna aussi, break, du temps où je faisais le représentant, hein, du temps où je travaillais. Les vitres, elles descendaient toutes seules. Tu ne savais pas pourquoi. Après, la voiture, elle commençait elle avançait plus, d'un coup. Après, elle se coupait. Et c'était inexplicable. Tu vois, quand tu te retrouves avec un nanar comme ça, et que le constructeur te dit, mais nous, on ne peut rien faire, on ne sait pas ce que c'est. C'est grave. Hein. Voilà. Donc, voilà tout ça, voilà ce que je voulais te partager. Tout simplement pour faire très attention à ce que tu fais, surtout sur des montants comme ça. Hein, quand tu mets 15-20 000 balles, bon, à la limite, il y en a pour qui 15-20 000 balles, c'est une grosse perte aussi. Mais
Sur des véhicules que tu vas payer 15-20 000 euros, c'est pas tout le temps perdu. Tu vas acheter un véhicule, tu vas avoir un problème mécanique, tu changes le moteur, c'est facile. Là, avec un véhicule comme ça, non, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà la famille. Alors en plus, c'est d'autant plus important que ce véhicule, il a été suivi chez Mercedes. Ça veut dire que ça fait 4 ans. Pendant 4 ans, les révisions ont été faites chez Mercedes et Mercedes n'a jamais pu éteindre ce voyant. Bizarre quand même, non? Enfin voilà. Même si il s'agissait uniquement d'une sonde ou je sais pas quoi, Mercedes le fait ça. Quand tu rentres un véhicule chez Mercedes, et s'il y a une sonde qui s'allume, il lui branche la valise, telle sonde et boum, elle est remplacée, tu vois. Enfin, qu'est-ce que je peux doubler là? Ouais. Tu vas doubler en direct? Ah, je sais pas, non, je peux pas doubler, c'est trop court. Non, c'est trop court. Je vais me faire une petite séance d'autosatisfaction. Excusez-moi. Hein. Bon, je sais, hein, parce que j'ai déjà été critiqué pour ça. Concernant mon Francia. Encore. Hein, comme le mien. Hein, tu vois bien. Hein, tout ce que je fais à chaque fois. Hein, je m'auto-satisfais. Je suis très satisfait. Alors, pourquoi? Je suis en train de rouler. Et je me dis... Qu'est-ce qu'il est confortable à rouler cet engin. Il n'est pas tape-cul. Alors bon, c'est clair que quand tu prends une route pleine de trous, tu sens quand même que c'est un poids lourd et que voilà, hein, ça grince un peu. Mais sitôt que la route elle devient normale, là, comme là je suis sur une nationale, bon tu vas entendre un petit grincement de rien du tout, mais à côté d'un intégral, c'est que dalle. Pour le moment, j'ai pas essayé un seul intégral qui grinçait pas, mais dans des grincements qui n'ont rien à voir avec le mien. Hein. En plus, j'en ai essayé certains qui étaient super tape-cul quand même, hein, qui étaient vraiment bla bla bla, tu vois, avec un débattement de suspension qui me semble insuffisant. Le mien, il est super agréable à conduire. Il y a vraiment une tenue de route exemplaire. Vraiment, même pour avoir roulé sous la neige et tout, je trouve vraiment qu'il se comporte super bien. Il a un moteur qui est coupleux. Voilà, une bonne boîte de vitesse. Donc franchement, je suis désolé, hein, je suis désolé de te le dire, mais je suis auto-satisfait. Je suis vraiment content. Si bien que là, je projette de le changer au printemps, hein, certainement. Je ne sais pas encore bien le mois, mais je projette d'acheter autre chose. Et je me dis, j'espère que je trouverai au moins les mêmes qualités que celui-là. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que je vais rester sur une capucine. Parce que le fait d'avoir la cabine, comme je le disais la dernière fois, la cabine d'origine du porteur, eh ben, ça lui donne quand même plus de confort. Souvent, les problèmes de grincement se situent sur un intégral autour du tableau de bord. C'était juste une petite parenthèse pour m'auto-satisfaire. Alors bien sûr, rien n'est parfait. Hein. Le petit bémol dans ce contexte idyllique, c'est le fait qu'il est traction. Il est traction et sitôt que tu dois grimper dans du dévers, le fait qu'il soit assez long, eh ben souvent tu as une roue qui motrice pas bien. Même en enlevant l'ASR, hein, l'anti-patinage, pour avoir les deux roues qui tournent en même temps, hein, eh bien ça suffit pas et ça patine quand même. Donc ça c'est quand même un inconvénient du poids, de la longueur, des trois essieux et surtout le fait que ce soit une traction. Rien n'est parfait. Bon la famille, je te dis à dimanche. Dimanche matin, 8h. Je vais te raconter des choses sur le stationnement. Je vais développer quelques théories sur le stationnement en camping-car, surtout quand on est nomade. Ciao, à dimanche.